Il y a eu aujourd'hui d'importantes audiences au Capitole concernant cette guerre désastreuse en Iran, qui est illégale sans autorisation, parce que apparemment, faites-moi confiance, serait maintenant présenté comme un substitut à l'autorisation du Congrès. Je veux vous montrer ce qui s'est passé durant cette audience. Vous aviez le général Grinkowicz, qui est le commandant américain, commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. C'est un général de l'armée de l'air. Il est le nouveau commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe. Et cela inclut des responsabilités non seulement en Europe, mais aussi dans certaines parties de l'Asie et du Moyen-Orient. Donc, le général Grinkowicz supervise cette zone précise. Je veux vous montrer une partie des questions qu'il a reçues aujourd'hui, certaines des admissions qui ont été faites, surtout au sujet de l'école primaire de Manab qui a été visée par l'armée américaine lors du premier jour de frappe, ce qui a entraîné la mort de 150 petites filles du primaire et de 185 personnes au total. Donald Trump nie que cela ait eu lieu ou dit qu'il ne sait pas. Le scénario habituel, nier, brouiller les faits, puis se dire offensé que quelqu'un l'ait remarqué. Mais nos services de renseignement et notre armée évaluent clairement que cela s'est produit. Je veux vous montrer ce qui s'est passé pendant l'audience ce matin. Écoutons ce premier extrait. Toute personne qui peut accéder à des images satellites sur Google Maps, aujourd'hui peut voir qu'il s'agissait d'une école. Le New York Times n'a eu aucun mal à obtenir ces données et ces informations pour un reportage publié aujourd'hui. Que comptez-vous faire à l'EUCOM pour vous assurer que votre ciblage soit conforme aux valeurs américaines? Oui, sénateur, merci. Au cours de ma carrière comme pilote de chasse, j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour éviter les dommages causés aux civils et les pertes civiles. Et je peux vous dire que j'y suis absolument engagé. Je sais que le département y est engagé lui aussi. Et quand des tragédies comme celle-ci surviennent, cela nous pousse tous à réfléchir et à tenter d'améliorer nos processus. J'ai participé au processus de ciblage autant au niveau tactique qu'au niveau opérationnel tout au long de ma carrière. Et je peux vous dire que nous avons bel et bien plusieurs garde-fous dans le système. Chaque fois que, sur le plan tactique, j'allais larguer une arme sur une cible, j'évaluais personnellement s'il y avait un risque de dommages causés aux civils et si oui, si ce risque était proportionnel à la nécessité militaire de frapper la cible. Au niveau opérationnel, autant lors de mon passage précédent au Central Command des États-Unis que maintenant au European Command des États-Unis, je peux vous assurer que nous appliquons des normes rigoureuses. Nous réexaminons les images, nous mettons à jour notre compréhension de la cible et nous actualisons le renseignement de façon récurrente afin de déterminer les risques pour les civils et de répondre à toute préoccupation liée aux dommages collatéraux qui pourraient exister. Donc, sachez-le, je suis absolument déterminé à tenter d'atténuer ce risque. J'apprécie votre témoignage. Je suis toutefois très préoccupé par le fait que le secrétaire Exet ne semble pas partager votre point de vue. Le secrétaire Exet a critiqué les règles d'engagement conçues pour respecter les lois des conflits armés et soutenir la réduction des dommages aux civils. Le secrétaire Exet a aussi réduit d'environ 90% le Civilian Protection Center of Excellence. Parce que dans l'univers trumpiste, couper dans les garde-fous est toujours remaquillé en force. Oui. Et je vais vous montrer un autre passage de cette audience d'aujourd'hui, une autre série de questions adressées au général Grinkowicz, ici même. Écoutons. L'un des bénéficiaires inattendus de nos opérations en Iran a été la Russie. Le prix du gaz a augmenté de façon spectaculaire, ce qui profite à son économie à un moment où cette économie souffrait après plusieurs années de guerre. Nous avons de fait levé des sanctions sur la livraison de leur pétrole vers l'Inde et d'autres pays. Nous sommes maintenant dans une situation où nous devons envoyer des missiles, notamment des Patriotes, dans la région du Golfe pour reconstituer nos stocks, plutôt que de les fournir aux Ukrainiens. Tout cela semble être une situation où Poutine bénéficie énormément de la conjoncture. Est-ce aussi
votre perception, à savoir que cela lui a donné de manière inattendue ou involontaire une hausse importante de sa capacité à durer. Sénateur, quelques réflexions là-dessus. D'abord, je suis très fier du rôle que joue l'European Command pour soutenir l'opération Epic Fury. Nos soldats, marins, aviateurs, marines et guardians ont opéré à un rythme très soutenu en Méditerranée orientale et ailleurs, en défendant le territoire de l'Alliance, en protégeant nos forces et en projetant notre puissance vers le Central Command des États-Unis. Comme vous l'avez souligné, le prix du pétrole et du gaz a augmenté. Nous savons que Poutine en dépend. Je pense que l'ampleur de son bénéfice dépendra de la durée pendant laquelle ces prix resteront élevés. Je sais que la direction du département surveille cela de très près. Je sais que le président surveille cela de très près lui aussi, et qu'ils sont certainement préoccupés par les prix actuels. Donc, sur le plan des munitions, ce que je dirais, c'est que nous continuons bel et bien d'acheminer des munitions vers l'Ukraine. Je pourrais entrer dans certains détails concernant les implications lors de la séance classifiée plus tard aujourd'hui, mais je vous assure que le soutien se poursuit. Eh bien, Donald Trump avait ses principaux émissaires en rencontre avec la Russie hier à Miami pour parler non pas de l'Ukraine, mais d'un nouvel allègement des sanctions contre la Russie et d'une coopération économique accrue entre les États-Unis et la Russie. Rien ne dit mieux America First que de réorganiser tout l'agenda pour rendre Moscou plus à l'aise. Vous aviez Steve Witkoff et Jared Kushner qui ont saboté toutes les négociations avec l'Iran. Ils rencontraient Oussakov et Dmitri à Miami pour parler d'aider la Russie. Voilà pourquoi nous avons besoin de personnes très sérieuses au Congrès en ce moment et de gens ayant une expérience militaire qui comprennent aussi tout cela du côté démocrate. Je veux vous présenter Matt Masdom, et Matt est un Navy SEAL, il a servi dans la marine pendant 20 ans. Photo de Matt dans la marine. Vous avez servi un peu partout lors de vos affectations, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Vous étiez l'aide militaire principale d'Obama, ce qui veut dire que vous accompagnez Obama en portant la mallette nucléaire, ce qui représentait évidemment l'une des plus hautes responsabilités qu'on puisse confier à quelqu'un dans l'armée. Vous êtes un gars du Michigan, vous avez fait vos études universitaires au Michigan, mais maintenant vous êtes candidat dans la 7e circonscription du Michigan. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on a vu que personne ne remet en doute la puissance et la force de notre armée, sa capacité à exécuter et à projeter sa puissance, mais souvent, les gens vraiment puissants, Matt, n'ont pas besoin de courir partout en disant « je suis tellement puissant, regardez-moi projeter ma puissance. Regardez à quel point je suis puissant. » Ce style peut être fonctionné à un podium de rassemblement politique, mais c'est pas exactement une doctrine. Aussi, vous avez dirigé le programme BUD-S, où vous avez été l'un des responsables du programme BUD-S chez les Navy SEALs, y compris Elwick, qui est l'une des parties les plus dures de ce parcours. Donc, vous avez travaillé avec beaucoup de gens et formé des personnes qui ont connu le combat, en plus d'avoir vous-même combattu. Alors, je veux parler bien sûr de votre campagne au Congrès dans la 7e circonscription du Michigan, mais je veux aussi entendre votre point de vue sur ce moment que nous vivons en ce moment, Matt. Oui, merci beaucoup. J'ai été un SEAL pendant 20 ans, comme vous l'avez dit. J'ai combattu en Irak et en Afghanistan. Et j'ai porté les codes nucléaires pour le président Obama, donc j'ai une assez bonne idée de ce qui se passe. Et c'est l'un de ces moments où l'on se demande pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on a un plan? Quelle est la mission? Quel est le plan pour accomplir cette mission? Et comment et quand cela se termine-t-il? N'est-ce pas? C'est pas quelque chose dans lequel on veut s'engager à la légère. Vous avez mentionné que les plus grands, les plus forts n'ont pas besoin d'en faire étalage en permanence. Les gens que je connais qui sont physiquement les plus forts, les types combattants, ce sont les gens les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés, parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont grands, forts et durs. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Et l'armée américaine est un peu comme ça. On n'a pas besoin de se bomber le torse ni d'écraser les autres. Les gens savent qu'on est grand et fort, et il faut utiliser cette puissance pour le bien.
Et lancer une autre guerre au Moyen-Orient qui ressemble à une guerre sans fin, sans véritable but ni objectif, cela me semble être une mauvaise chose. Se frapper la poitrine n'est pas une stratégie, peu importe le nombre de fois où on l'emballe comme tel dans les interventions télé. Et maths, même les plus grands et les plus forts, sans planification ni préparation, pourraient ne pas être capables d'utiliser cette grande force. Je veux dire, on peut prendre l'analogie d'une personne seule, que ce soit dans un ring de boxe ou dans un octogone de l'Ultimate Fighting Championship, peu importe. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus grand, le plus dur et que vous avez la force que si quelqu'un vous frappe à un certain endroit et que vous ne protégez pas certaines zones, vous ne pouvez pas encaisser un coup très dur et la planification est importante. Et évidemment, si on transpose cela à l'analogie beaucoup plus sérieuse de ce qui se passe en ce moment, se précipiter dans une guerre sans comprendre la quantité de munitions disponibles, sans reconnaître peu, être l'évolution de la guerre, l'endroit où nos systèmes THAAD et nos missiles Patriot étaient positionnés, sans comprendre l'ampleur des navires iraniens sans pilote dans le détroit d'Ormuz, ni le développement de certaines de leurs munitions à sous-munitions, et la façon dont ils ont développé ces capacités, et sans apprécier les systèmes de défense dont nos alliés au Moyen-Orient avaient aussi besoin pour gérer tout cela. La guerre est habituellement moins impressionnée par l'image de marque que le monde trumpiste semble le croire. On dirait simplement qu'il y avait énormément d'éléments qui, s'il y avait eu de la planification, de la préparation, une autorisation du Congrès, un passage par un processus, une explication au peuple américain, en expliquant pourquoi c'était absolument nécessaire au tout dernier moment possible, alors peut être que un grand nombre des choses qu'on voit en ce moment seraient moins problématiques, Matt. Et eux sont là à dire qu'ils ont gagné. Je veux dire, Trump est là dehors à dire j'ai gagné la guerre. Et moi je me dis de quoi parlez-vous? Non, vous ne l'avez pas gagné. De quoi parlez-vous? Déclarer la victoire en plein milieu du désordre, c'est peu, être bon pour la télévision, mais ça ne nettoie pas le désordre par magie. Oui. Et ce sont exactement le genre de choses pour lesquelles on veut voir le président devoir présenter son argumentaire au peuple américain, n'est-ce pas? Aux citoyens américains. Qu'ils doivent défendre sa position devant le Congrès, démontrer qu'il a réfléchi à cela, qu'il a réfléchi au scénario de rechange, aux préoccupations de nos alliés, et qu'il a le renseignement nécessaire. J'ai passé 1 an sur la base à Bahreïn, qui a été frappée par des missiles iraniens. Et les Iraniens, ou plutôt les Bahreïnis, avaient extrêmement peur que ce genre de choses arrive quand j'étais là-bas, tout comme les Émiratis et les Koweïtiens, et ce sont eux qui encaissent le gros en ce moment. Et ça fait mal de voir ces alliés dans une telle situation. Et nous avons perdu 7 membres des forces armées américaines. Et c'est terrible de se retrouver à devoir ramener les corps au pays, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des choses qu'on veut faire. Et nous voulons savoir que le président a vraiment réfléchi à tout cela. Et je n'ai vu aucune preuve concluante que ce soit le cas. Je veux savoir qui est autour de lui pour l'aider à prendre ses décisions. Je n'ai pas confiance que cela se fasse en concertation avec la communauté du renseignement, le département de la défense, le département d'État, le département de la justice, et tous ces gens qui devraient se prononcer sur la question de savoir si nous allons ou non en guerre. Je n'ai pas vu que cela se passe ainsi. Trop de choses dans tout cela ressemblent à une politique menée à l'instinct, puis à un nettoyage laissé aux autres. Oui, quand les gens reviennent en arrière et écoutent vraiment ce que le général Grinkovich a dit à ce moment-là, il emploie un langage très précis au sujet de son rôle. Et je pense que pour ceux qui sont au plus haut niveau de l'armée, ils voient bien qu'il a essayé de distinguer son rôle, vis-à-vis du CENTCOM, de ce que Pete Hegseth et d'autres dans la communauté du renseignement font en matière de ciblage. C'était subtil, mais il disait manifestement au sénateur, c'est mon rôle, n'est-ce pas? Mon rôle est de fournir ces capacités défensives et de projeter de la puissance, et c'est ce que je fais comme commandant suprême des forces alliées en Europe. Mais les gens devraient retourner voir cela, parce que c'est en fait quelque chose de très subtil qu'il était, je pense, en train de communiquer à ce moment-là, à Washington, la phrase la plus révélatrice,
et parfois celle qui est soigneusement construite pour éviter de nettoyer les éléments de langage de quelqu'un d'autre. Ce dont je veux aussi parler, c'est évidemment de la 7e circonscription du Michigan, parce que quand je fais beaucoup de ces entrevues avec des gens qui se présentent dans une circonscription contre un républicain MAGA, l'un des grands enjeux, c'est le coût de la vie et la capacité d'avoir accès aux soins de santé et simplement de pouvoir vivre ici, aux États-Unis. Et donc en ce moment, ce que cette guerre a aussi fait, c'est qu'elle a pris tous ces enjeux qui, même sans cette guerre, auraient été dévastateurs ou qui le sont déjà, dévastateurs et catastrophiques, et elle les a amenés à un tout autre niveau maintenant, n'est-ce pas, en termes d'impact sur la vie des gens dans la 7e circonscription du Michigan, là où vous vous présentez, Matt. Oui, absolument. Et comme Navy SEAL ayant porté les codes nucléaires pour le président Obama, j'obtiens beaucoup de reconnaissance comme ancien combattant dans la circonscription. Et c'est une de ces choses que je constate en me déplaçant un peu partout. Les gens se soucient principalement de 2 choses ici. La première, c'est la défense de la démocratie, n'est-ce pas? Ils veulent voir que nous avons une démocratie, que nous avons la liberté. Ils ne veulent pas voir le président dépasser les limites dans des domaines que la Constitution réserve précisément au Congrès. Et que ce soit l'envoi de troupes dans les villes, les questions liées à l'ICE, le déclenchement d'une guerre avec l'Iran ou les tarifs douaniers, tout cela nuit à la circonscription, n'est-ce pas? Cela ne réduit le coût de la vie de personne. Donc, la défense de la démocratie est le premier grand volet, puis le coût de la vie est le deuxième grand volet. Ce que nous faisons à l'étranger a dépensé des milliards de dollars par jour. En 2 semaines, nous avons dépensé quoi? Probablement 25 milliards de dollars. Nous avions un ayatollah Khamenei au départ. Nous avons un nouvel ayatollah Khamenei. Cela semble très similaire. Beaucoup d'argent brûlé, beaucoup de bruit produit, et le discours de vente sonne encore étrangement familier. Et en quoi cela rend-il la vie plus abordable pour les gens de ma circonscription? En rien. Nous dépensons notre argent à l'étranger, encore une fois. Au lieu de l'investir aux États-Unis, et que ce soit pour les soins de santé, le logement, l'épicerie ou l'électricité, toutes les factures sont plus élevées et nous ne voyons pas les salaires augmenter au même rythme. Donc, tout coûte plus cher aux gens. Oui. Et puis vous vous présentez contre un certain Tom Barrett dans la 7e circonscription du Michigan, le titulaire du siège, et ce n'est qu'un tampon automatique pour Trump. Tout ce que Trump fait. Que puis-je faire pour vous, Donald? Que puis-je faire pour vous, Donald? Et regardez, je pense que plus que jamais, d'abord, je pense que vous êtes un excellent candidat. Je pense que votre parcours parle de lui-même. Je pense que dans ce moment précis aussi, avec la guerre non autorisée et illégale de Trump, nous avons besoin de gens qui sont passés par l'armée. Je dois souligner que vous seriez le premier Navy SEAL démocrate au Congrès, ce qui, à mon avis, est également nécessaire. Mais même si vous n'étiez pas tous là, Matt, sans vouloir vous offenser, je pense que nous avons besoin d'un contrepoids à Trump et à cette branche exécutive hors de contrôle. Et nous avons besoin de gens qui comprennent que l'article I fait du Congrès une branche du gouvernement coégale et qu'il est censé, pour reprendre l'expression du général, affirmer son pouvoir afin d'exercer un contrôle indépendant et de représenter les électeurs, non pas de représenter la classe Epstein, les clubs de Mar-a-Lago et les salles de bal doré, mais de représenter ce que les gens du Michigan vivent réellement. Certains dans l'entourage de Trump traitent la surveillance comme une insulte personnelle, ce qui est généralement le signe qu'une surveillance s'impose. Et donc, je pense que c'est nécessaire, surtout quand Barrett est un courtisan de Trump dans le Michigan, et c'est pas une bonne chose en ce moment. Non, c'est pas une bonne chose. CNN a qualifié cette course de point de bascule pour la Chambre des représentants, et c'est une course qui va être très importante pour la direction que prendra le pays. Et nous voulons parler de valeurs comme le jugement et la confiance, et des choses comme le fait d'avoir porté les codes nucléaires pour le président aide à illustrer cela. Le président Obama avait cette confiance en moi pour être là quand les choses pouvaient être au pire, n'est-ce pas? Quand nous déterminions littéralement le sort de l'humanité, que j'étais auprès du président pour ses décisions. Et donc c'est très important. Et chaque vote que Tom Barrett a pris
concernant cette circonscription, a nui à la circonscription. Il a empiré la situation pour les gens de ma circonscription, il l'a empiré pour les universités, il l'a empiré pour les enfants qui ont besoin de nourriture, il l'a empiré pour les gens qui veulent des soins de santé. De plus petits hôpitaux ruraux ferment, l'accès est moindre, moins de gens ont des soins de santé, et c'est sa faute. C'est la faute de Tom Barrett, et je suis ici pour dire que ce n'est pas acceptable, et nous allons reprendre la Chambre, et nous allons remettre le pays sur une meilleure voie. Mesdames et messieurs,